Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques de la collision des blocs continentaux. La fermeture d'un domaine océanique par subduction aboutit à la collision des deux marges continentales qui bordaient l'océan. Cette collision entraîne un épaississement et un raccourcissement de la partie superficielle de la croûte, associé à des déformations importantes. On cherche ici à savoir quels sont les marqueurs géologiques de la collision continentale. Nous allons aborder dans un premier temps les signes d'un épaississement de la croûte continentale. Il est possible de réaliser un profil topographique passant à travers le Massif central, la vallée du Rhône et les Alpes, afin d'étudier les variations du relief dans une chaîne de montagnes ancienne et une chaîne de montagnes récente. On peut alors constater la présence de reliefs positifs importants, qui sont un premier signe de l'épaississement de la croûte continentale qui accompagne la collision. Il est possible aussi d'étudier les variations de la profondeur du Moho. Une carte bathymétrique répertorie les variations de la profondeur du Moho, qui est une discontinuité sismique qui est située à la base de la croûte, en l'occurrence dans ce qui nous intéresse, la croûte continentale. Si le Moho se trouve en moyenne à une profondeur de 30 km, on constate à certains endroits, en particulier dans les chaînes de montagnes, que le Moho est beaucoup plus profond, jusqu'à 50 km, c'est-à-dire que la croûte continentale à cet endroit est plus épaisse. On peut réaliser ce que l'on appelle un profil bathymétrique du Moho. Pour cela, on repère sur la carte les différentes courbes isobates qui correspondent à des courbes de même profondeur du Moho. On trace sur la carte un trait le long duquel on va étudier les variations de la profondeur du Moho, puis on repère tous les isobates qui coupent notre trait. On place ensuite une feuille de papier millimétrée pour repérer la profondeur du Moho au niveau de chaque isobate, puis on réalise nos différents relevés. La réalisation conjointe d'un profil topographique passant à travers les Alpes et d'un profil bathymétrique du Moho permet de montrer que les chaînes de montagne se caractérisent par la présence d'un relief positif en surface qui correspond en profondeur à la présence d'un relief négatif sous la forme d'une racine crustale. On peut noter que la racine crustale est bien plus profonde que la chaîne de montagne elle-même. On montre ainsi l'épaississement de la croûte continentale. Nous allons aborder dans un deuxième temps les indices tectoniques de l'épaississement de la croûte continentale en relation avec la collision. Le premier indice tectonique correspond à la présence de plis observables à l'échelle d'un affleurement. Sous l'effet de contraintes tectoniques, on assiste à une déformation des roches sous la forme d'un plissement. On aperçoit sur cette photographie d'un deuxième affleurement une disposition différente des plis qui montre une autre orientation des contraintes tectoniques. On peut aussi repérer l'axe des plis. Le pli est un type de structure tectonique qui affecte les objets géologiques suffisamment déformables pour ne pas se rompre de façon brutale. Les failles inverses sont d'autres structures tectoniques provoquées par la convergence lithosphérique. Au niveau de la faille inverse, on constate un empilement d'une structure géologique par-dessus une autre. Ce type de structure tectonique affecte des objets géologiques qui sont rigides et cassants dans un contexte de tectonique en compression. On peut observer ici un objet géologique qui possède des caractéristiques intermédiaires entre les deux exemples précédents. Il s'agit en effet d'un pli-faille. On y reconnaît la présence d'une faille inverse associée aux extrémités arrondies du pli. Cette déformation est provoquée par les contraintes tectoniques de convergence appliquées à des matériaux géologiques pas suffisamment cassants pour déclencher une faille inverse, mais pas non plus suffisamment ductiles pour permettre la formation d'un pli au sens strict. À plus grande échelle, la convergence peut entraîner l'apparition de chevauchements ou nappes de charriage. On peut repérer ici la ligne de chevauchement qui entraîne le déplacement d'un ensemble géologique venant d'ailleurs qualifié d'alloctone sur un ensemble géologique en place qualifié d'autochtone. L'ensemble de ces structures tectoniques, induites par la collision, conduisent à un épaississement de la croûte continentale.
À l'échelle des Alpes, dont l'étude s'appuie ici sur la carte géologique de la France au millionième, on peut constater la présence de nombreux chevauchements qui sont des structures tectoniques qui attestent de la convergence. On peut distinguer le chevauchement de la zone interne des Alpes sur la zone intermédiaire et le chevauchement de la zone intermédiaire sur la zone externe, formant ainsi un ensemble de nappes de charriage. L'étude du profil écorce à travers les Alpes franco-italiennes permet de repérer en coupe les éléments caractéristiques d'une chaîne de collision. Le Moho, constituant la base de la croûte continentale, se situe en grande profondeur sous les chaînes de montagnes, se traduisant par la présence d'une racine crustale atteignant 50 km de profondeur sous le Mont Blanc. On peut aussi repérer les deux grands chevauchements alpins vus sur la carte géologique. Le chevauchement pénique frontal qui permet à la zone intermédiaire des Alpes de chevaucher la zone externe à l'ouest, et la faille du Canavese, plus à l'est, qui permet le chevauchement de la zone interne des Alpes sur la zone intermédiaire. Ces grands chevauchements alpins participent à l'épaississement de la croûte continentale et aux structures tectoniques caractéristiques d'un système en compression. La convergence lithosphérique entraîne la fermeture d'un domaine océanique par subduction, puis la collision des marges continentales qui bordaient l'océan. Cette collision provoque un épaississement de la croûte continentale lié à son raccourcissement, ainsi que des déformations de la partie superficielle de la croûte, donnant des plis, des failles inverses, des chevauchements et des nappes de charriage. Les sutures ophiolitiques, abordées plus en détail dans la séquence précédente sur la recherche des océans disparus, sont une autre conséquence de la collision des marges continentales. On les trouve dans certaines chaînes de montagnes, en particulier dans les Alpes. Les ophiolites correspondent à d'anciennes portions de lithosphère océanique qui se retrouvent en milieu continental. Ces portions de lithosphère océanique ont été obductées sur le continent lors de la convergence, se retrouvant ainsi poinçonnées entre les deux marges continentales et formant des sutures ophiolitiques qui sont donc le témoin de la collision entre les deux marges qui bordaient l'océan. Dans un troisième temps, nous allons aborder les marqueurs pétrographiques de la collision. On s'appuie à nouveau sur l'étude de la carte géologique de la France à l'échelle du millionième, en s'intéressant à certaines roches constitutives de la partie externe des Alpes. On y trouve un premier type de roche métamorphique de la catégorie des gneiss, représenté par le figuré en forme de tiret. On trouve aussi un deuxième type de roche métamorphique de la catégorie des migmatites, représenté par le figuré en forme de petite vague. Enfin, on trouve de nombreux granites d'anatexie crustale qui se sont formés à partir de la fusion partielle des matériaux de la croûte elle-même. Les gneiss se caractérisent par une alternance de lits sombres et de lits clairs. Certains gneiss, comme le gneiss œillet, possèdent de très gros minéraux de feldspath dans des ensembles qualifiés d'œil de feldspath. L'observation en microscope polarisant d'une lame mince de gneiss permet de montrer que les lits sombres sont constitués de mica noir et les lits clairs de quartz et de feldspath. Les migmatites sont quant à elles des roches qui représentent des traces de fusion partielle. On y distingue un leucosome provenant d'un liquide de fusion anatectique qui a recristallisé et d'un mélanosome qui correspond à la partie non fondue de la roche.
L'étude du massif de l'Aris dans la région pyrénéenne de Saint-Giron permet d'observer la disposition de ces différentes roches métamorphiques au sein du massif. Depuis la surface, on peut repérer la présence des schistes, des micaschistes, des gneiss, des migmatites et des granites d'anatexie crustale. Afin de comprendre la disposition relative de ces différentes roches métamorphiques au sein du massif, on va les replacer dans un diagramme pression-température correspondant aux conditions de leur formation. Pour cela, on va tenir compte de leur composition minéralogique et des conditions de formation des minéraux index du métamorphisme continental. Dans ce diagramme, il faut bien repérer au niveau de chaque ligne le domaine de présence ou d'absence d'un minéral. Si on observe par exemple la ligne 1, on peut constater qu'à gauche de cette ligne, on se trouve dans le domaine d'existence de la chlorite, et qu'à droite de cette ligne, on se trouve dans le domaine d'existence de la biotite. Dit autrement, pour une pression donnée, lorsque la roche est soumise à une augmentation de température, la chlorite va disparaître et de la biotite va apparaître. On peut prendre connaissance pendant un court instant des différents domaines d'existence des minéraux index de ce métamorphisme, en particulier l'andalousite, le dystène ou la sillimanite. Commençons notre travail. Les roches A sont des schistes à séricite et chlorite, se formant dans des conditions de faible pression et de température. Les roches B sont des micaschistes à biotite et muscovite, qui se forment dans des conditions de pression et de température plus élevées. Procédons de la même manière pour les autres roches. Les roches métamorphiques du massif de l'Aris se sont donc formées dans des conditions d'augmentation de la pression et de la température consécutives à un enfouissement de plus en plus profond des roches en raison de l'épaississement de la croûte à cause des empilements successifs provoqués par la collision. On peut terminer cette séquence par une synthèse des informations qui nous ont permis de démontrer la notion de collision des marges continentales, aboutissant à la formation des chaînes de montagnes dites de collision.